Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. En direct ce soir, évidemment, la politique, notamment l'ouverture de la campagne électorale à quelques encablures de la présidentielle ivoirienne. C'est donc parti pour cette compétition et en début de semaine, le RHDP a dévoilé son projet de société. Présentation faite par Patrick Achi. Dans cette élection, il y a aussi le challenger Kouadio Konan Bertin d'Ikakabe qui a lancé officiellement sa campagne à Divo. Les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Afin-Guessan qui ont lancé un mot d'ordre de boycott actif. Enfin, on évoquera les événements qui se sont déroulés à Bongouanou, émaillés de violence hier samedi. Voilà pour les grandes lignes de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Arthur Banga. Il est historien, analyste politique. Dr Sylvain Guessan, analyste politique également. Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Dr Prignon, Claude Naï, un nouveau visage dans cette émission. Il est docteur en sciences politiques. Enfin, Aristide Nkenda, journaliste, éditorialiste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Alors, nous sommes à 13 jours de la présidentielle ivoirienne et au 4e jour de la campagne. En début de semaine, le RHDP, le parti au pouvoir, le parti du président Ouattara, a dévoilé le projet de société qu'il propose aux Ivoiriens pour les 5 prochaines années. Projet présenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi. On fait le point et on en parle dans un instant. Le RHDP à la conquête des électeurs avec un nouveau projet de société. Avant le terrain, un plan stratégique a été dévoilé par le ministre d'État, Patrick Achi. À ses côtés, plusieurs cadres du parti au pouvoir, dont le directeur national de campagne, Ahmed Bakayoko, qui relève la qualité de ce nouveau contrat social avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons un grand leader et c'est pour ça que nous devons davantage nous convaincre de la chance que nous avons et de l'opportunité que le président accepte ce sacrifice de se présenter. Pour transformer un grand pays, il faut des grands hommes. Et un grand homme, c'est celui qui est capable de dépasser ses ambitions personnelles pour voir l'intérêt de son pays. En tout cas, bravo, on est très fiers et ensemble, nous sommes outillés, nous sommes armés pour aller sur le terrain, pour porter la vision du président Ouattara à tous nos concitoyens. Bien avant, Patrick Achi déclinait les axes stratégiques du projet de société du quinquennat 2020-2025. Ceux-ci vont du renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion au rayonnement international, en passant par le développement du secteur privé, l'avènement d'une administration plus performante et de nouveaux pôles économiques du pays à travers une régionalisation accrue. Toutes les mesures qui ont été prises et les grands piliers qui ont été mis, c'est pour pouvoir tirer les leçons de l'expérience de nous-mêmes, tirer les leçons de l'expérience que nous avons vue ailleurs, prendre en compte la vision du président Alassane Ouattara pour les 10 prochaines années et faire en sorte que dans les 10 ans, ça change fondamentalement. Le projet de société que nous venons de présenter là, il est possible, c'est impératif de le faire maintenant et c'est maintenant qu'il faut le faire et pas demain. Notons que les coordonnateurs de campagne ont pour mission de descendre sur le terrain pour vendre ce projet et assurer in fine aux candidats du RHDP Alassane Ouattara la victoire au soir du 31 octobre 2020 en vue de permettre au pays de s'inscrire dans l'émergence durable. Voilà, chers invités, campagne du RHDP lancée par Patrick Achi en début de semaine. Réaction déjà, Aristide ? Oui, il faut dire, Ali, que quand on suit ce projet de société, parmi les axes stratégiques, il y a surtout, on commence par la paix, la sécurité, la cohésion sociale. C'est très important en cette période. Et ensuite, on finit par l'homme au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que lorsqu'on arrive en politique, c'est parce qu'on veut donner du bien-être aux populations et ensuite construire en développant. Quand nous sommes allés aux obsèques d'Amadougon, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire profonde était en construction. Et vous avez vu que dans l'un des axes du projet de société du RHDP, on parle des nouveaux pôles économiques à l'intérieur du pays. Mais on pourra les réaliser que si
on accentue le développement. Et je crois que Patrick Kachi, quand il présente, il dit c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je crois que c'est un projet ambitieux pour les 10 prochaines années. Et vous savez que nous avons réalisé une étude sur le président Ouattara qui démontre que l'homme est au cœur de ses préoccupations, au point où nous avons théorisé sa gouvernance d'anthropo-gouvernance de l'école Ouattara. Projet ambitieux aussi pour vous, docteur Sylvain Nguessan? J'aurais retenu 5 grands axes. C'est vrai que c'est volumineux, mais j'ai retenu grands axes. La paix et la sécurité dont il parlait, le leadership ivoirien dans la sous-région, la transformation structurelle de l'économie par une amélioration du climat d'affaires, ensuite la modernisation de l'administration et enfin la Côte d'Ivoire solidaire dont il parlait. Quel est le point qui vous marque le plus? En fait, cette histoire de réconciliation, il faut qu'on sache ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, et comment procéder pour pouvoir se réconcilier une bonne fois. Ça fait plusieurs projets sur la réconciliation, sur la justice transitionnelle. Il y a eu M. Badin qui a commencé. Ensuite, il y a eu, je crois, Monseigneur Awana. Il y a eu la ministre Marie Toukoné. Aujourd'hui encore, on en parle avec les réparations qu'il y a eu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui reste à faire fondamentalement? Je crois qu'il faut en discuter avec les différents acteurs concernés. Mais l'idée que je retiens, moi, dans tout ce programme, le leadership ivoirien. Ça me tient à cœur. D'entendre l'exécutif ivoirien parler de leadership ivoire, quand on connaît la puissance économique du Nigeria, du Ghana et du Maroc, qui fait quand même partie de la CEDEAO. Donc, parler de leadership ivoirien, j'espère qu'ils vont donner les moyens pour qu'on en arrive là, parce que cette école que nous connaissons ne peut pas permettre d'acquérir les compétences qu'il faut pour faire face à cette rude concurrence. Donc, le leadership de la besoin ivoire, j'y crois et j'attends de voir les moyens qui seront déployés, les méthodes et procédures, afin qu'on en arrive là. Docteur Prégnon? Ok, bon, moi, à mon avis, c'est un projet de société qui est tout à fait logique. Hein, parce que quand on voit le titre « Une Côte d'Ivoire solidaire », ce projet de société ne fait que reprendre le défi majeur de la gouvernance du RHDP. Quoi qu'on dise, le plan national de développement 2016-2020 est clair. Il faut une croissance inclusive. Donc, une Côte d'Ivoire solidaire, justement. L'idée derrière, c'est quand on lit les 5 points, l'idée derrière, c'est de faire en sorte que l'Ivoirien puisse sentir les fruits de la croissance. Et effectivement, c'est l'un des défis majeurs de ces 9 ans où, effectivement, il y a certainement des progrès, mais au niveau de la réduction de la pauvreté, c'est un défi majeur. Le gouvernement le reconnaît. La preuve, il y a le programme social du gouvernement qui a été mis en place en 2019. Et donc, il y a aussi que le fait que le gouvernement, dans le plan national de développement 2016-2020, veuille aller vers une croissance inclusive. La croissance inclusive, selon l'OCDE, c'est une croissance qui met en avant la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire que la croissance économique n'est pas une fin en soi, tant que les populations ne sentent pas les fruits de la croissance. Donc le gouvernement ivoirien a pris l'engagement, effectivement, d'aller dans ce sens. Donc une Côte d'Ivoire solidaire, c'est une Côte d'Ivoire qui met l'Ivoirien au centre de l'action publique. Alafé Ouakili? Oui, moi je note qu'il y a eu une progression de 2010 à aujourd'hui. C'était Ado Solutions, c'était les solutions en 2010. En 2015, il y a eu avec Ado. Maintenant, c'est le meilleur, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Il y a eu une progression, on est en train de décrypter, on en parlera tout à l'heure, mais en même temps, on ne peut que déplorer le contexte dans lequel cette élection se passe, qui fait qu'on n'a pas ce débat qu'on a tous appelé de nos voeux sur les programmes, sur les projets des sociétés, sur la vision que chacun avait de la Côte d'Ivoire. Là, ça a été présenté. Le président Bédia a présenté son programme, sa vision à Yamoussoukro, a fini sans dévoiler sa vision. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait dans la course, alors qu'il y avait débat à faire, il y avait ces visions-là à confronter pour voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Ce que je peux aussi noter, c'est que quand on analyse bien, quand on voit que c'est Hachi Patrick qui avait déjà le projet, pendant que le candidat était feu le Premier ministre Amadou Gon, père son âme, on comprend qu'en 3 ou 4 mois, on ne peut pas faire ce travail. Et donc, il a dû rectifier, il a dû adapter au fait que c'est le président Ouattara qui est désormais candidat. Mais on voit bien que c'était une vision qui intégrait à l'époque le candidat défunt qui serait aussi apparu avec à peu près les mêmes concepts, le meilleur. Lorsqu'on se souvient que déjà en 2014, après l'appel de Daoukro,
le président Ouattara avait dit on prendra le meilleur d'entre nous. On voit bien que ce meilleur-là, c'était déjà lui, c'était l'un des axes de la campagne qui serait intervenu si Dieu n'avait pas disposé autrement. Donc, c'est les premières observations que je voudrais faire sur le projet de société qui a été présenté. Docteur Arthur Banga. Déjà, rapidement, pour dire à Sylvain que dans la recherche du leadership, boxer dans la catégorie du Nigeria et du Maroc, il faut attendre un tout petit peu quand même. Maintenant, pour revenir à la campagne, au projet, je partage l'avis d'Alafé sur ce match qui est un peu biaisé. Parce que regardez aujourd'hui, quand on entend axe 1 du projet, paix, union, etc., c'était des thèmes que dans la pré-campagne, le RHDP évitait. Allait plutôt sur des thèmes économiques. Voilà. Aujourd'hui, ils mettent ce thème-là en premier. Et malheureusement, l'opposition qui pouvait justement profiter de cet angle pour nous faire un vrai débat est absente. Donc là, mais le projet, il est bon, mais le débat manque parce que les questions allaient être assez intéressantes. Je pense que le RHDP, si les autres étaient actifs dans la campagne, en mettant les questions de paix, de réconciliation au cœur en premier axe, c'est peut-être une petite erreur stratégique parce qu'il fallait plutôt mettre ce qu'ils savent faire de mieux, ce qu'ils ont fait de mieux en termes de développement économique. Voilà. Deuxième chose que je vais dire, on le sent quand on a entendu le Premier ministre aujourd'hui, quand on entend encore le meilleur, il y a quelque part, cette campagne, elle n'est pas que projet. Il y a aussi toujours l'idée de justifier la candidature du président. Voilà, le Premier ministre a utilisé le thème du sacrifice. Voilà, le thème le meilleur qui était préparé, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Alafé pour AGC qui glisse maintenant sur ADO. Donc il y a cette volonté de justifier quelque part la candidature du président, parce qu'on sait très bien, et finalement, ça fait que le projet de société lui-même n'intéresse plus, ne prend pas toute sa place dans la campagne. C'est plus sur le président, sur le meilleur. Dernière chose que je veux dire, il y a deux hommes qui poussent, qui dominent un peu, c'est clair. C'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. On a l'impression qu'il est là pour les questions politiques. Voilà. Et j'ai failli dire, non, le ministre d'État Patrick Hachi, qui lui est sur les questions économiques, techniques, c'est lui qui monte ce projet. Donc on a l'impression que la gouvernance se dessine déjà avec le président de la République qui sera Alassane Ouattara, et sans doute, je ne sais pas dans quelle position, qui sera VP ou PM, mais on voit déjà ce petit duo qui monte. Et dernière chose, on parle déjà de 10 ans. On parle déjà de 10 ans. D'un projet sur 10 ans, la vision du président pour 10 ans. Est-ce qu'on prépare déjà les esprits à 2025 par rapport au président? Mais on insiste beaucoup sur cette décennie. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette campagne. Mais pour terminer, je suis comme un peu à la fin, un peu déçu que voilà, ce soit un truc un peu sans participation. Oui, je voudrais qu'on soit bien précis. Je crois que le projet de société du RHDP s'appelle Côte d'Ivoire solidaire. Et enfin, on dit pour une Côte d'Ivoire meilleure. Et c'est de la Côte d'Ivoire dont on parle des hommes. Et c'est pour ça que le 5e pilier, c'est l'homme au cœur de cette Côte d'Ivoire. Je suppose que vous n'avez pas vu le reportage parce que le Premier ministre a parlé de non, mais on parle du projet. Mais c'est ce que je dis. Le projet, il est rendu quelque peu inaudible par la justification de la présidence. Et les premiers meetings hier à Boaké, avant-hier à Boaké, mais on n'a pas entendu le projet. On a entendu le président parler. On a entendu Nkoukao. On a entendu Ado le meilleur. Voilà, c'est ce qu'on a entendu. Ça, c'est la campagne. C'est ce qu'on a entendu. Et le Premier ministre, dans ce reportage, a commencé sur le président qui a fait un sacrifice. Donc, on ne peut pas me dire qu'on ignore... Non, docteur Banga, on ne se comprend pas. Alors, monsieur, je propose... Le projet s'appelle Côte d'Ivoire. Je suis bien d'accord. Voilà, je suis bien d'accord. Sauf que la présence du président fait partie aussi de la campagne. C'est qui est normal. C'est qui est normal, une campagne se bâtit et sur le projet et sur le candidat. Absolument. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, vous qui êtes analyste et observateur de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, en une telle période électorale qui malheureusement est plus portée sur des hommes, sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine, plutôt que sur le fond du sujet, a plus besoin de réconciliation ou plutôt de développement? L'un vaut l'autre. Parce que, regardez, on a entendu des choses ignobles qui, quand on les entend a priori, choquent. On a entendu dans ce pays, on ne mange pas goudron. A priori, ça choque. Mais l'analyse profonde
montre les aspirations. Écoutez, je vais vous donner 2 exemples historiques. En 1968, quand la France chasse De Gaulle du pouvoir, mais c'est le plein emploi, hein, c'est les 30 glorieuses. Mais les aspirations étaient une nouvelle jeunesse qui n'avait que faire de la Grande Guerre, qui n'avait que faire de l'image de Gaulle, qui voulait des changements. En 1999, en Côte d'Ivoire, regardons les chiffres de la Côte d'Ivoire. Il y avait une croissance économique, il y avait des infrastructures. Mais il y a eu un coup d'État qui a été applaudi. Parce qu'au-delà de ces infrastructures, il y avait une aspiration. Tout le monde voyait un pays qui pouvait se déchirer. Donc, on ne peut pas limiter au développement économique l'aspiration d'un peuple. La réconciliation, la paix, la stabilité, l'état de droit font aussi partie des aspirations d'un peuple. Et elles doivent mettre, pour moi, au même titre. Et si aujourd'hui on a réussi, si le président, le RAGP le met même ce point en premier, c'est parce qu'ils ont peut-être analysé, ils ont compris que l'aspiration profonde aujourd'hui, c'est cette réconciliation et que tout ce que vous ferez dans le sens du développement économique sera mal perçu ou bien même sera même pas possible parce qu'il y a tension, parce qu'il y a manque de réconciliation, parce qu'il y a volonté de paix. Docteur Prignon, c'est aussi votre avis? Moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire a effectivement besoin de développement, mais il ne faut pas occulter que depuis 2011, il y a un développement, mais c'est un développement économique. La rationalité du développement en Côte d'Ivoire a longtemps été économique. Et le gouvernement et les institutions internationales ont sonné l'alerte. Parce qu'en réalité, un développement qui a une rationalité économique, uniquement économique, peut poser problème. La preuve, on a une croissance qui a été vigoureuse pendant de nombreuses années, en tout cas quelques années, et qui aujourd'hui n'a pas pu réduire la pauvreté. Alors que nous savons que si la Côte d'Ivoire a bénéficié du PPTE, justement, c'est pour la réduction de la pauvreté. En 2015, l'INS fait une étude qui dit qu'il y a près de 46% de pauvres en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a un bond par rapport à 2011. Il y a un bond de 3 points. Mais aujourd'hui, aux dernières nouvelles, au niveau de l'IDH, la Côte d'Ivoire, effectivement, a évolué, mais on a encore un IDH qui est encore très faible. Donc, je pense que le vrai challenge, c'est justement la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut un développement qui prend en compte la dimension sociale. Sinon, c'est clair que les débats au niveau de la croissance économique, la transformation structurelle de l'économie, bon, c'est clair que les indicateurs le disent, la Côte d'Ivoire fait des progrès. Mais que vaut un développement économique qui n'est pas accompagné d'un développement social? Le président lui-même, il le dit dans sa campagne, il dit effectivement, on a bossé, mais il reste maintenant à mettre en œuvre le plan social du gouvernement. Donc il en est conscient. Oui, bien sûr, la preuve, il le dit. Il le dit qu'on a bien bossé, mais aujourd'hui, les Ivoiriens doivent sentir les fruits de la croissance. Et ça, ce n'est pas encore le cas. À la fin. Moi, je ramène tout à une question de gouvernance et d'état des droits. Si l'on tombe d'accord sur des éléments importants de gouvernance, il est possible d'arriver au développement, de mettre en place un mécanisme, un dispositif. Il est possible de créer les conditions de la redistribution des richesses. Et puis, il est possible de mettre en place aussi des mécanismes de gestion des conflits politiques. Voyez-vous, aujourd'hui, nous ne sommes pas loin des élections aux États-Unis. C'est tellement une semaine après chez nous, dans la même période. Et j'ai lu des journaux, des médias qui font planer l'apocalypse sur un grand pays comme les États-Unis. Et on a vu ce qui s'est passé à certaines périodes aussi dans ces pays à la suite des élections. Donc, dans tous les pays, les périodes électorales sont des périodes tendues, sont des périodes d'incertitude. Et nous n'y échappons pas ici avec souvent des très, très, très fautes violentes. Pour revenir à la question que vous avez posée entre développement et réconciliation, moi, je choisis développement, mais sur la base des notions d'état des droits, de bonne gouvernance, qui vont créer un cadre de lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, contre l'impunité et un certain nombre de dérives dans la gouvernance qui peuvent conduire à des situations de frustration et de vexation et aussi à des retards dans le développement du pays. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, après avoir écouté Atou Banga, je pense que la question, est-ce que fondamentalement, ce ne sont pas des réformes que les Ivoiriens cherchent? Réformes dans quel secteur notamment? Secteur de la sécurité, l'employabilité, le système éducatif, gouvernance dont parlait Alafé, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas le fait de voir le statu quo,
les mêmes pouvoirs qui se changent, mais les pratiques qui demeurent. Est-ce que c'est pas entre le développement et la réconciliation, ce ne sont pas des réformes qu'il faut faire au milieu, de sorte à concilier réforme et réconciliation pour que chacun de nous s'y retrouve? Parce que quand on voit l'incivisme, quand on voit 78 enfants par salle de classe, quand on voit les hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, quand on voit combien de milliers diplômés par an sans avoir de l'emploi, quand on voit le niveau du système éducatif ivoirien, quand on voit la doctrine de la sécurité, on n'en parlera pas ici, face à la menace, est-ce que fondamentalement, ce ne sont pas des réformes que tout le monde demande et ces réformes-là qu'on appelle peut-être la réconciliation? Sinon, à mon avis, en toile de fond, le président Ouattara, Bédié, Gbagbo pourraient se parler assez rapidement. Mais je pense que le peuple dans son ensemble attend des réformes profondes pour que le peu qui a obtenu puisse servir un peu partout, au lieu que l'un ait 9 et les autres 1. S'il y a des réformes profondes, comme ce qu'on a vu au Rwanda, peut-être que les autres auront 6 et les autres auront 4, de sorte à équilibrer un peu le fruit de la coopération sociale. Donc, à côté de cette idée de réconciliation, je pense que, dans le fond, on demande beaucoup de réformes, de sorte à ce que la nation aille sur des nouvelles bases. Aristide ? Oui, je voudrais simplement dire que pour se réconcilier, il faut qu'on soit ensemble pour se réconcilier. On a vu beaucoup d'efforts qui ont été proposés par le gouvernement. Le véritable problème, et je le dis depuis, c'est la gestion de la question de l'altérité de l'autre, le regard qu'on porte sur l'autre qui n'est pas le visage qui me revient. Donc à partir de là, c'est ce qui ronge la population, c'est ce qui annihile les efforts depuis plusieurs années. Si les gens ne comprennent pas véritablement que nous sommes une nation et que nous devons vivre ensemble et développer le vivre ensemble, on ne va jamais aller à la réconciliation et on sera toujours un prétexte. Il ne faut pas qu'on prenne le prétexte de la réconciliation pour freiner les actions de développement. Donc, je m'inscris dans l'exemplarité, dans le développement et que les questions de réconciliation soient des questions de consensus, parce que quand c'est consensuel, ça devient patrimonial. Très bien. Oui. Rapidement. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose de très intéressant qu'Aristide a dit. La réconciliation ne doit pas être un frein. Voilà, finalement, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et pour éviter que la réconciliation devienne un prétexte, c'est de, pour rejoindre à la fin, mettre des lois sur l'état de droit, sur la gouvernance. Parce que je pense que la gouvernance et l'état de droit sont des solutions à la fois pour la réconciliation et pour le développement. Parce que la gouvernance, c'est contre la corruption qui freine le développement. La gouvernance, c'est une bonne justice qui va permettre la réconciliation. Donc des réformes. Voilà, c'est aller vers l'état de droit, aller vers une bonne gouvernance inclusive dans laquelle celui qui prend une décision peut rendre compte, celui qui est même participative. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens, par exemple, vont assister au conseil municipal? Rien que ça. Alors qu'ils en ont le droit, par exemple. Il faut que tout ça passe pour qu'ensemble, on ne sera jamais d'accord. On n'aura jamais les mêmes options. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas, au nom de la réconciliation, justement, qu'on freine ce développement. Il faut des lois. Donc, je pense que gouvernance, état de droit sont de bonnes solutions pour nous permettre de jongler sur ces deux points. En même temps, il faut des réformes profondes pour que celui qui gagne puisse gérer correctement celui qui a perdu. Clairement. Parce que quand il n'a pas de réforme et que celui qui gagne, c'est moi le roi le lion, j'ai gagné, je fais ce que je veux pendant les 5 années à venir, quand vous serez là, vous ferez ce que vous voulez qu'il ne peut pas ne pas avoir un frein au développement dans un tel contexte. Donc encore, j'insiste là-dessus, des réformes profondes pour que celui qui a gagné puisse gérer correctement celui qui a perdu une présidentielle, par exemple. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette... allez-y, docteur Prégnant, je vous laisse réagir rapidement. D'accord, non, c'est au niveau de la prochain réconciliation sujet. nationale, effectivement. Moi, j'en parle pas parce qu'il faut dissocier la réconciliation de la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est une quête permanente. La réconciliation, elle peut être ponctuelle. Une crise politique, on réconcilie les acteurs. Et puis bon, voilà. Mais Pour vous, la Côte d'Ivoire a besoin de quoi aujourd'hui? De cohésion sociale. De cohésion sociale parce que c'est une quête permanente. Et puis la cohésion sociale est le fondement de la nation. C'est un peu le socle de la nation. Bon, donc, à mon avis, je peux me tromper. Je reviens à vous. Monsieur Fofana nous appelle de Tengrela. Monsieur Fofana, bonsoir. Oui. Monsieur Fofana, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Tengrela. C'est quoi votre point de vue? Mon point de vue, c'est concernant le sujet. Oui, bien sûr, allez-y. Le RHDP de voir son projet de société. Dites-nous. Moi, je voulais faire une analyse. Moi, aujourd'hui, je suis un jeune Ivoirien, j'ai 40 ans. J'ai vu passer beaucoup de périodes.
en Côte d'Ivoire. Il y a Ouais. aussi beaucoup de politiciens. Mais honnêtement, depuis que M. Ouattara a été autorisé à se présenter, depuis que M. Ouattara a commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire, c'est le seul en Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est le seul en Côte d'Ivoire qui arrive à nous présenter le projet, un projet de société, et qui arrive à égrener correctement son projet de société, et qui arrive à nous dire ce qu'il va faire pour nous. Et en 2010, il a dit des choses, et on a vu dans l'application, on a vu la réalité. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec, comment on appelle ça, nous sommes passés d'une république à une autre république. Tout le monde sait qu'il peut être candidat. Tous les politiciens qui sont en face de lui aujourd'hui savent qu'il peut être candidat. Il est candidat. Et c'est le seul aujourd'hui qui arrive à nous présenter quelque chose de bon. Alors, où est-ce que vous voulez en arriver? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dites-nous la finalité de votre réflexion. Ma réflexion, c'est quoi? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Ouattara a accepté, je vais dire, pas Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire, je vais dire la CEI et le Conseil constitutionnel a accepté 4 candidats. Et parmi ces 4 candidats, il y a les grosses têtes, comme par exemple Henri Konan Bédié. Moi, je pense que c'est le moment pour eux de présenter une société qui va un projet de société qui va venir contredire Ouattara. D'accord. Et arriver à le battre sur le terrain. On vous a bien entendu. On vous a bien compris, M. Fofana, qui nous a appelé le Tengrela. Arthur Banga. Ouais, je veux dire peut-être à M. Fofana qu'il pourrait dire ce qui est juste et ce que je pourrais comprendre, que de tout ce qu'on a eu, le président Ouattara a le meilleur bilan à ses yeux. Mais dit que c'est le seul à avoir un projet de société, non, c'est très fort. On a eu, par exemple, à 1995, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. En 2000, on a eu la refondation qui avait ses caps. En 2010, on a eu Ado Solutions. Chaque candidat a son cap, a son projet, avec des façons de se définir. Après, sur le bilan, je peux comprendre qu'ils disent que le président Ouattara est le meilleur bilan de ces 4. Ça peut être son point de vue, on peut l'entendre. Mais dire que les autres n'ont pas de projet, c'est un peu limité. Sylvain Guessin. Je vais revenir sur ce que disait le Dr Prion tout à l'heure. Quand il dit que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est la cohésion sociale et non la réconciliation. Non, c'est la cohabitation pacifique. C'est de ça que nous avons besoin pour le moment. Il faut être ambitieux aussi. Voilà. Alors, chacun... conflit, oui, vous, qu'est-ce que vous mettez dans la cohabitation pacifique? Cohabitation pacifique, j'ai un différent avec Akenda, mais on refuse de recourir à la violence. C'est-à-dire, Bongoano, ils peuvent ne pas s'entendre, il peut y avoir des divergences de point de vue, mais qu'on évite de recourir aux machettes. Ça, c'est déjà quelque chose. On parlera d'ailleurs de Bongoano. Voilà, maintenant, si Akenda fait le baptême de sa fille, je m'en moque. Quand j'y vais, ça, c'est la cohésion sociale maintenant. Le problème d'Akenda, c'est mon problème. Quand sa femme est hospitalisée, ma femme peut envoyer à manger à ses enfants. Ça, c'est la cohésion sociale. Il faut être ambitieux, il faut tenir là. Mais d'abord, dans un premier temps, c'est la cohabitation pacifique. Quand elle est différente, que ce soit sur le foncier, vous vous rappelez sans doute de Béoumi, 2 chauffeurs qui se... Et puis, ça dégénère aussitôt. C'est de rechercher d'abord comment on peut résoudre nos conflits de manière pacifique sans recourir à la violence. Donc la cohabitation pacifique. Très bien. C'est une étape avant la... Très bien. Alors, M. Gérard Konan, vous nous appelez, vous, de Port-Bouet. Quel est votre point de vue, M. Gérard Konan? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dites-nous. OK. Il y a un premier interlocuteur qui vient de dire que M. Ouattara... Vous voulez réagir à son intervention? De vous. Oui. Allez-y. Oui. Vous appelez pour réagir ou vous appelez pour donner votre point de vue sur le sujet de façon générale? OK, je vais réagir. Allez-y, allez-y. OK. Disons que M. Ouattara a eu des aubaines en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que M. Ouattara a fait en Côte d'Ivoire a déjà été planifié, a déjà été financé. Donc là, que les ignorants arrêtent de nous faire rêver. Voilà. Maintenant, vous êtes sûr de ce que vous avancez? Déjà planifié, déjà financé? Oui, déjà financé. Le pont... Allô? Allô? Comment Allô? vous pouvez... Allô? Oui, allez-y. Comment vous pouvez comprendre que nous sommes en Côte d'Ivoire et on loue le palais présidentiel? C'est pas normal. Alors, on a un historien ici d'ailleurs qui va se prononcer sur la question. Il y a des jeunes chômeurs en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Mais en France, ces jeunes chômeurs, ces jeunes sont payés. Mais ici, là, il n'y a rien. D'accord. Il me fait savoir qu'on a vu des choses, Ouattara a dit il a fait des choses. Des peintures, ils ont mis à l'université. Il nous a promis des universités, on n'a rien vu. Qu'ils arrêtent d'endormir le peuple. On veut la vérité. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité, c'est tout. D'accord. Voilà. Votre vérité n'est pas aussi forcément la vérité des autres. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Arthur Banga, comment vous réagissez à cet appel de M.
Conan? Déjà, il ne faut pas qu'il traite les autres d'ignorants dans sa façon de faire. C'est déjà ce dont on parlait, la cohabitation. Mais comme je disais tout à l'heure, chacun peut avoir son avis, c'est normal. Mais maintenant, dans notre environnement, il faut que ces avis-là s'expriment et aient le cadre pour s'exprimer de façon démocratique et dans le respect des autres. Voilà. Il peut avoir son opinion, il a bien montré, mais il faut toujours avoir le respect pour les autres et la considération pour les autres interlocuteurs. C'est à l'État de créer ce cadre. Alors, vous qui êtes pour beaucoup des universitaires, alors c'est des choses qui ont été dites, qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Quand on dit par exemple qu'un président de la République a hérité des projets de ses prédécesseurs, des projets qui étaient déjà financés, docteur Sylvain Nguessan, vous pensez que c'est des... Ça n'a pas de sens, c'est la continuité administrative. On ne va pas toujours rester là à inventer de nouveaux projets. Bon, je pense même qu'on doit mettre en place, c'est une réforme que je suggère, on doit mettre en place un bureau, je ne sais pas comment on va appeler ça, un bureau national de prospective, d'intelligence économique, qui va dresser un projet pour la Côte d'Ivoire sur 25 ans. Maintenant, chaque président qui vient plus aidant, si c'est l'autoroute San Pedro-Mans, il fait, mais ce projet est déjà planifié, de manière flexible. C'est la continuité administrative. On ne va pas venir abandonner ce que Gbagbo a fait, l'autre est élu, vous êtes élu, demain vous abandonnez ce que le président Ouattara a fait. On ne s'en sortira pas. Il faut une continuité quand même. À la fin? Oui, c'est comme l'histoire du métro. Ça commence, on voit depuis le président Houphouët-Boigny. Ça continue, chaque président arrive, il essaie d'arranger, d'innover, et puis c'est maintenant que ça se concrétise. C'est en train de se concrétiser. Comme le transfert de la capitale. Voilà, c'est même pas encore définitif, mais je pense qu'à l'époque, il y avait eu une chanson pour dire le pont de Jacquesville. Quelqu'un a fait le projet, le son, etc. Moi, je ne sais plus trop de quoi il s'agit, mais c'est pour expliquer cette continuité. Ça vient de quelque part. Le pont de Jacquesville, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, tous ces grands projets là sur papier, c'est écrit depuis peut-être 20 ans, 40 ans. Il y a un plan, il y a un schéma directeur, il y a un plan, le développement d'Abidjan, etc., le grand Abidjan. Et quand un président arrive, il cherche des financements par rapport à la période, il met l'accent sur tel ou tel aspect et puis il fait avancer les choses. Bien entendu, il y a des projets que lui-même il apporte. Il y a des innovations qu'il essaie de faire intervenir. Dans tout ce qui est prévu, il y a peut-être des choses qui n'existaient pas. Donc, il y met sa touche personnelle. Oui, Arthur? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, le plus difficile dans notre pays, ce n'est pas tant les infrastructures. Le plus difficile dans notre pays, c'est construire la nation. Parce que, comme on peut le voir, les infrastructures, elles existent. Les plans sont déjà là, tout le monde sait. Mais les vrais défis, c'est arriver à la cohésion sociale, justement, qui peut être ambitieux. Voilà, les vrais défis, c'est de remettre l'état de droit. Les vrais défis, c'est de remettre la sécurité. Voilà. Après, des projets sont définis. Le président qui arrive, après, il est président, les présidents sur certains projets, peut faire des arbitrages en fonction de son orientation idéologique. Peut dire, par exemple, moi, pour financer, je fais confiance, par exemple, aux prêts aux emprunts. L'autre va dire, pour financer, je peux faire confiance, comme je suis de gauche, à une production locale. On peut avoir des discussions sur des sujets comme la retraite, comme le droit de vote, le parrainage, mais cela n'empêche rien. Et s'il est là, je vais vous dire un truc. Quand vous arrivez au gouvernement, ceux qui vont arriver au gouvernement en octobre, là, mais le budget de l'année passée, l'année prochaine, il est déjà fini. Le ministre de l'Éducation nationale qui sera ministre, si jamais ça change, ou bien même si c'est la même ministre en octobre, elle ne peut rien faire pour l'année. Quand vous arrivez au gouvernement, l'année qui suit est déjà faite. En fait, les budgets sont déjà faits, les décisions sont déjà prises. Vous n'avez pas... Mais vous avez le temps de projeter peut-être pour les années qui suivent. Et puis d'apporter votre touche peut-être. Oui, Aristide? Je voulais juste dire quelque chose. Vous avez bien vu qu'on a parlé sur ce plateau des réformes à apporter pour améliorer les conditions. Mais la première réforme qu'il faut, c'est la formation. Hein. Et vous avez vu que dans le dernier intervenant, il a du mal à dire ce qu'il a véritablement... Parce qu'il donne des informations qui parfois ne sont pas vérifiées ou bien vérifiables. Et ensuite, il faut, je le dis tous les jours, il faut former les masses. Et pour le faire, il faut une vraie refonte du système éducatif. Et vous voyez que le problème que nous avons même sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne sont pas à niveau. Et ils ne sont que des sous-traitants de la parole, ils ne parlent que comme les autres disent. Et comme ça devient viral, ça devient un automatisme langagé, et donc tout le monde en parle. Donc là, il vient de dire quelque chose, on a même demandé à Arthur de répondre. Un fact-checking. Oui. Un fact-checking. Oui. Il paraît qu'on loue le palais présidentiel au plateau. D'ailleurs, c'est le deuxième palais. Le premier palais où Houphouët-Boigny l'a cassé lui-même, parce qu'il voulait le modèle de ce palais-là. Il y a un mémoire de maîtrise au département d'histoire qui était soutenu par
Joël Irié, que vous pouvez consulter à la bibliothèque sur les palais présidentiels. Non, c'est faux. Donc, monsieur l'historien, vous êtes en train de nous dire ce soir que le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire n'est pas loué à la France. Jamais. Il appartient à la Côte d'Ivoire. Monsieur l'intervenant, vous avez votre réponse. Le palais colonial, vous allez à Dakar, ils ont encore le palais colonial. Nous, Houphouët a rasé pour construire un palais comme il l'entendait. Il a même choisi lui-même les pièces pour faire ce palais. Donc c'est faux. Le palais présidentiel appartient à la Côte d'Ivoire. Donc je voulais juste finir à lire très rapidement. Oui, terminez. Oui, pour dire que tout à l'heure, je crois que Dr Atou Banga et Dr Sylvain Guessant ont soulevé la question du leadership, même si Dr Banga parlait plutôt du leadership international. Mais il y a d'abord un leadership interne. Sur le plan du leadership, c'est qu'il faut qu'on ait des postures, qu'on respecte les postures de leadership. Et je crois que le président Ouattara, ce qu'il fait, c'est que c'est un leader porteur de sens. Parce qu'il vous donne une zone d'autonomie, et c'est pour ça que le Premier ministre, qui est le directeur national de campagne, dit que lorsqu'on engage un tel projet, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais c'est pour faire en sorte que le projet existe, pour justement créer cette nation qu'on recherche, cette cohésion. Très bien. Alors, messieurs, je suis obligé de passer au prochain sujet qui concerne Kwadwo Konan-Bertin, le candidat indépendant, challenger du président Ouattara, qui était, lui, à Divo pour l'ouverture de sa campagne électorale. Depuis sa terre natale, il a dévoilé son programme qu'il dédie à la jeunesse ivoirienne, Kakabé, qui appelle au renouvellement de la classe politique, d'y assumer sa candidature. Il soutient que déserter les urnes n'est pas la solution. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. Divo, capitale du Lodjibois. C'est ici, à environ 200 km d'Abidjan, que Kwadwo Konan-Bertin, l'unique candidat indépendant de la présidentielle ivoirienne du 30 octobre 2020, a décidé de démarrer sa campagne. C'est aux environs de 15 h que Kakabé est arrivé au stade de la ville au quartier Plateau. Pour Kakabé, sa candidature est une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire, celle de la rupture avec l'ancienne génération. La vie politique ivoirienne a été bloquée, stéréotypée, avec les mêmes visages, les mêmes hommes, depuis tant d'années. Ce scrutin est une chance, une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 5 ans. Ensemble, nous pouvons tout changer. Je serai donc le président de l'Union. Je serai le président de la paix. Mon premier engagement public a consisté à servir la paix. Quant à l'appel au boycott lancé par une partie de l'opposition politique, l'ancien leader de la jeunesse du PDCI estime qu'elle n'est pas opportune. Déserter les urnes n'est pas la solution. Il n'y a plutôt que par le vote qu'on peut faire entendre sa voix. Un discours qui séduit des Ivoiriens, déterminés à porter Kakabé à la tête de la Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre prochain. Je suis Kakabé parce que je le trouve un homme de vision. Il faut qu'on donne la chance aussi à la nouvelle génération de pouvoir gérer la nation. C'est un programme très bénéfique pour la jeunesse, donc j'ai décidé de lui donner mon soutien. Je suis sûre de la victoire du candidat Kwadwo Konan-Bertin parce qu'il est le choix de la jeunesse. Kakabé est l'un des 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel le 14 septembre 2020 sur 44 prétendants. En 2015, lors de sa première expérience à la présidentielle, il avait récolté 3,88% des suffrages. Lui et ses militants sont bien convaincus que cette fois est la bonne. Voilà, chers invités, Kwadwo Konan-Bertin, vous direz challenger ou outsider? Ces 2 mots sont très forts. Même challenger, c'est trop fort pour lui. Pourquoi? Vous sous-estimez Kwadwo Konan-Bertin? Non, je le mesure à sa juste valeur. On ne va pas passer de 3% à 80% d'un coup. En plus, le gros problème pour lui, c'est que le contexte du moment ne le favorise pas. Pourquoi? Parce qu'en 2015, il y avait un espace. Il y avait l'espace classique du PDC-RDA qui voulait avoir participé aux élections, pouvait se retrouver dans Kwadwo Konan-Bertin. Voilà. Et ce qui a permis d'avoir 3%. Aujourd'hui, cet espace est verrouillé parce que ceux-là qui pouvaient porter le choix sur lui ne le voient plus comme une option. Voilà, il le voit plutôt comme, entre guillemets, quelqu'un qui a trahi la chose. Deuxième chose, il est quasiment inexistant, inaudible. Troisième chose, son projet, il n'a pas changé. Il n'a pas changé en 5 ans.
on revient sur les mêmes bases. Créer un paradis fiscal dans un monde qui est de plus en plus contrôlé, ça paraît déjà très peu faisable. Je ne veux pas caricaturer sur la Tiéké, je pense qu'au-delà, il veut montrer peut-être l'importance de consommer de la transformation locale des produits, mais il est inaudible, le contexte politique du moment ne l'arrange pas. Voilà. Et donc, je ne vois pas comment il peut faire un miracle. Pour moi, le mot challenger, il est trop fort pour la campagne. Docteur Prégnant. D'accord. Bon, moi, je pense que Kakabe, sa candidature, comme le disait Arthur, je pense que Kakabe n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité dans cette élection. Parce que déjà, il perd son poste de député. Là, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Donc, tout qu'on fait, c'est un droit, c'est une liberté. Mais face à la machine du RHDP, Kakabe, à la limite, on peut dire qu'il va accompagner, il va légitimer l'élection du président Ouattara. Mieux, le président Ouattara ne bat pas campagne contre Kakabe. Quand on lit ses discours, son véritable ennemi, c'est le taux de participation. Quand vous lisez son discours devant sa direction de campagne, il dit à ses directeurs de campagne de tout faire pour qu'il y ait un taux de participation raisonnable. Donc, son problème, ce n'est même pas Kakabe. Il dit que, bon, voilà, on a notre bilan qui parle pour nous. C'est un bilan inattaquable. Donc, ce que je vous demande, c'est clair, le discours est là. Il dit que, allez-y, dites à nos concitoyens de venir voter parce que notre véritable ennemi, c'est le taux de participation. Donc, vous comprenez que la candidature de Kakabe, bon, c'est vrai, c'est un citoyen, il est libre, mais... Kakabe se plaint qu'une certaine partie de la classe politique et certains Ivoiriens le méprisent. Est-ce que finalement, c'est pas ce que vous êtes en train de faire? Mais non, en fait, c'est une analyse que vous nous demandez. Parce que, oui, bien sûr. C'est une élection présidentielle. Absolument. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse venir caresser Kakabe dans le sens... Non, bien sûr, mais lui, il a juste l'impression qu'on le méprise. Non, c'est un choix. Droit de le dire. C'est un choix qu'il fait. Il veut se présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, mais alors, il se met devant le feu. Donc, nous, on est obligé de lui dire ce qu'il représente face à son adversaire. Absolument. Alafé Ouakili. Moi, je pense que Kakabe est en train finalement d'incarner quelque chose. Au-delà de ce qu'on peut penser qu'il est insignifiant, il est en train quand même d'incarner quelque chose avec sa candidature qui dérange l'opposition, qui boycotte, qui aurait souhaité qu'il la rejoigne. Ça ne leur plaît pas trop qu'il soit dans la campagne, qu'il ne se soit pas retiré. Ça veut dire que ça représente quelque chose. Ça dérange qu'il soit candidat. L'opposition aurait souhaité qu'il les rejoigne et qu'il ne soit pas candidat. Donc, vu sous ce angle-là, il a une candidature qui pose problème, qui est une réalité. Et il y a 5 ans, il a été déjà candidat. Donc, cette légitimité, il l'a acquise il y a 5 ans, dans un contexte que l'on doit savoir. Sans oublier que déjà en 2013, il affrontait le président Bédié au PDCI. Et en 2015, les 3%, ça fait à peu près 100 000 Ivoiriens qui l'ont voté. Le grand challenge, le grand défi pour lui sera de savoir s'il peut à nouveau rassembler ces 100 000 voix, aller au-delà, avoir 200, 300 000 voix et plus. Et la candidature de Kakabe est le signe, est un pari sur la stabilité. Il joue un avenir, il joue une carrière politique. Il se dit l'élection va se passer et bien se passer. Il se dit nous sommes certes en crise et en tension, mais ça ne va pas déraper. Ça ne va pas aller autre mesure dans une situation de grands conflits et de beaucoup de violence et de beaucoup de morts. Donc il joue la stabilité. Et dans cette perspective de stabilité, il a une place à jouer après le 31 octobre si ça ne dérape pas, si tout continue à se passer bien, contrairement au camp du boycott actif, qui peut-être souhaite une autre vision, qui a un autre plan, qui pourrait constituer un renversement du régime actuel par plusieurs moyens, le peuple en colère qui prend la rue, etc. etc. Kakabe n'est pas dans ce schéma, c'est un pari qu'il fait, il peut gagner avec, si ça marche, et puis si ça ne marche pas, il sera perdu peut-être éventuellement avec le RHDP et Ouattara. Mais il a fait le choix de la stabilité et avec les risques et périls de la situation, il faut le lui reconnaître. Aristide ? Alafé Ouakili a prononcé la phrase, le choix, le pari de la stabilité. Et je vous dis, quand on suit le parcours de Kakabe, on se rend compte que c'est un garçon qui est cohérent depuis le début. Souvenez-vous, quand il y a eu le coup d'État de 99,
ou qui a renversé le régime du président Bédié, Kakabe a été le premier à organiser, alors que tous les autres cadres avaient peur de se présenter. Il a rassemblé, il a fait une réunion du PDCI à l'Hôtel Ivoire. C'est ce jour-là qu'il a véritablement, je crois, acquis ses lettres de noblesse en tant que leader de poigne. Ensuite, Kakabe, c'est le discours de Kakabe qui a beaucoup apaisé cette période-ci. Si Kakabe avait basculé dans l'opposition totalement, je ne pense pas qu'on serait aussi calme comme on l'est en ce moment. Donc Kakabe est en train de se construire une personnalité politique importante pour le futur. Et je crois que c'est quelqu'un avec qui on va compter demain. Demain, pourquoi? Parce que lui-même, il a dit qu'au début des années 90, lorsqu'Ahmed Bakayoko lui avait demandé de venir avec lui, il a dit non, je ne vais pas avec toi. Et 20 ans, 25 ans plus tard, il voit où Ahmed Bakayoko est arrivé et lui, il est resté. Je veux juste rappeler que il a voulu simplement être candidat à la candidature. On ne lui a pas accepté. Alors, on va pas revenir sur ce débat. Non, je comprends, mais je veux dire, Kakabe, il est cohérent. Il a un discours qui apaise, et je crois que ça, c'est beaucoup plus grand que des voix qu'on peut avoir au cours le suffrage qu'on peut récolter au cours d'une élection. Donc, ce discours d'un homme politique qu'on a tendance à mépriser, moi, je pense plutôt que je le vois de plus en plus comme un grand homme politique. Très bien. Alors, docteur Sylvain Nguessan, je vous fais réagir juste après cette petite pause. Sur le plateau de NCI, précisément NCI 360, et avant la pause, nous parlions du candidat Kwadwo Konan-Bertin, Kakabe, et docteur Sylvain Nguessan, vous vouliez réagir. Moi, je voudrais bien comprendre la stratégie qu'adopte le camp du candidat Kakabe. Quand le président laisse Abidjan, qui représentait en 2018 environ 29% de l'électorat, pour aller à Bouaké, on sait que c'est le deuxième site électoral, avec environ 3,15% de la population électorale ivoirienne. Kakabe va à Divo, après avoir été député de Port-Boué. Divo, c'est environ 1,79. Donc le 7e site électoral de la Côte d'Ivoire. En toile de fond, je me demande si Kakabe n'est pas finalement en train de se chercher un bastion politique. Port-Boué, ça ne lui a pas réussi. Peut-être qu'il est en train de tendre vers Divo pour espérer y bâtir, mener une certaine carrière politique, sachant que le challenge présidentiel est quand même un peu loin de lui encore. Mais Divo encore, je pense, à mon avis, au regard de la cartographie électorale ivoirienne, ce n'est pas encore bien choisi finalement. Pourquoi? Parce que, bon, on connaît l'attachement de Divo par rapport à son électorat. On sait qui Divo vote. Kakabe, en s'essayant à Divo, qu'est-ce qu'il recherche au juste? 7e site électoral ivoirien, quand le président lui va dans le 2e, et quitte Port-Boué alors qu'il avait déjà quand même quelques entrées dans la commune de Port-Boué, où il a déjà été député. Finalement, bon, on parle de se bâtir une carrière politique, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Je pense que Kakabe a dû tirer une certaine conclusion et cherche à se bâtir une carrière dans une localité où il pourrait peut-être être maire, député, président du conseil régional, notamment. C'est pas réducteur, ça? Non, quand même la machine de Kakabe par rapport à la machine du RHDP. Non, ce n'est pas une comparaison forcément. Nous, on parle de la campagne du candidat Kakabe. Oui, mais forcément, on va apprécier sa campagne par rapport à l'autre. On ne peut pas apprécier la campagne de Kakabe que par rapport à celle de Challenger. Oui, mais tout à fait. En fait, moi, je comprends bien ce que Alafé et Aristide disent, mais en réalité, nous, en fait, en notre qualité d'analyste, nous, on voit les faits. Voilà un candidat. Et son adversaire ne parle même pas de lui, il parle des personnes qui ne sont même pas candidates, en fait, qui refusent d'être candidates. Donc, nous, on se demande bien, parce que ce n'est pas nous, c'est pas nous, c'est en fait l'environnement, ce sont les campagnes que nous on analyse. Kakabe, c'est vrai, c'est un monsieur courageux et tout ça, et voilà, il parle de renouvellement de la classe politique et tout ça, mais en réalité, voilà, qu'est-ce qu'il représente devant le candidat actuel? Le candidat actuel, lui, il s'adresse aux candidats qui ne veulent pas se présenter. Il ne parle même pas de Kakabe. Il fait son discours, il dit que voilà, ce qui l'intéresse, c'est le taux de participation. Vous présentez Kakabe comme un faiseur de paix et tout ça. Lui-même, il n'en fait pas cas, le président de la République. Il ne félicite même pas Kakabe pour sa candidature. Donc, pour le moment, vraiment... Peut-être qu'il serait osé, audacieux de le faire, puisqu'on pense qu'ils sont alliés. Il y a une collusion entre les deux. S'il le fait, bon, il ne ferait que... Si on vous comprend bien, ce qu'il fait, c'est bon. Donc, le président aussi peut le féliciter pour dire que voilà quelqu'un qui est courageux. Il n'a même pas besoin de le faire, que les adversaires le disent déjà. Donc s'il le fait, bon, ça n'ajoutera rien de nouveau, en fait. Cela dit, ce n'est pas la première fois, par exemple, en 2010, qui était l'élection référence, s'il en est, malgré tout ce que ça nous a produit comme violence.
C'est la référence. Malgré ce que ça nous a produit comme violence, ce qui fait que ça met aussi une référence des violences et des mauvaises élections en réalité. Et oui, c'est une référence en tout, pour le pire et le meilleur. Donc en 2002, au premier tour, les présidents Bédié et Ouattara ne se sont pas attaqués. Et vous voyez, c'est-à-dire les deux, chacun attaquait Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara critiquait Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié critiquait Laurent Gbagbo. Et les deux n'ont jamais dit un mot sur l'un ni sur l'autre. Donc ça peut arriver que deux candidats, d'ailleurs, on ne l'écoute pas assez. Mais Kakabe, il est partisan de cette alternance-là maintenant, puisque on pense qu'il n'attaque pas Ouattara, mais il le fait avec finesse, à sa manière. Il attaque Ouattara dans ses meetings. C'est le mauvais exemple. 2005. Il le fait, hein. D'accord, Arthur. Oui, rapidement, pour dire, la question c'était simple. Est-ce qu'il est challenger comme on analyse sa campagne? Sinon, bien sûr, j'ai dit ici, sur ce plateau, que le premier meeting politique que moi j'ai vu, c'est Kakabe qui l'a animé. C'est quelqu'un qui a une cohérence, qui a une éloquence, qui a des forces, qui a une façon de voir. Mais aujourd'hui, quelle est sa campagne? Sa campagne est inaudible. C'est clair. Parce que quel électorat Kakabe va vouloir séduire? Ce n'est pas l'électorat de Ouattara, ça c'est sûr. C'est donc un autre électorat. Quelle est la vision, la perception de cet autre électorat-là de Kakabe? C'est clair aujourd'hui. Je dis qu'en 2015, il avait un angle. Puisque les militants du PDCI, qui voulaient quand même aller aux élections, donc ne pas voter le candidat RHDP Alassane Ouattara, avaient Kakabe. Aujourd'hui, qui va voter Kakabe? C'est la question que je pose. Deuxième, quelle est sa stratégie de campagne? Moi, je viens de Yamoussoukro. En revenant, j'ai vu, jusqu'ici, j'ai vu deux. Une à l'entrée et une vers la GESCO de Kakabe. Les affiches. Les affiches, voilà. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Son programme ne séduit pas. Dites-moi aujourd'hui, quelle est la référence de son programme? On ne sait même pas. Autant on avait Solution Ado en 2010, on a le meilleur aujourd'hui, on a Refondation. Quel est le mot quand vous entendez Kakabe? Rien. En fait, quand il parle de renouvellement de la classe politique, c'est parce qu'il est jeune qu'il est nouveau dans la classe politique. Si on parle de renouvellement de la classe politique, il n'est plus dedans. Parce que dans la politique, vous-même l'avez dit depuis 1999, ça fait combien d'années? Donc il n'est pas dans le renouvellement. Même dans le rajeunissement, c'est parce que justement, on est dans un système taux gérontocrate qu'on le prend pour un jeune. Sinon, c'est plus ça. Donc, moi, la campagne de Kakabe, elle est mal menée. Parce qu'elle est inaudible. Sinon, c'est quelqu'un qui a une éloquence, c'est quelqu'un qui a une cohérence, c'est quelqu'un que j'admire personnellement. Mais au fait, il est mal parti. Très bien. En fait, pour le journaliste que je suis, qui écoute Kakabe, donc, moi, je peux témoigner que ce n'est pas inaudible. Je l'écoute, j'entends, et je le suis. Et je le suis, et nous révélons. Et là, il a été audible, on l'a écouté, on l'a vu. Donc, si les gens regardent NCI, si les gens regardent la RTI, si les gens vont sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui le suivent. Il a des gens qui le suivent aussi sur les réseaux sociaux. Il a des réactions. S'il vous plaît, et il est un candidat dont le métier de la candidature dérange. Tout inaudible qu'il est, sa candidature dérange. Elle pose problème. Elle délégitime le boycott actif et la désobéissance civile. Mais un tel homme, on ne peut pas dire qu'il est inaudible et qu'il ne sert à rien. Encore qu'on ne se présente pas, très bien. On se présente pour gagner. Ça marche. Oui, merci, mais monsieur. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Mais on se présente pour gagner, mais tous ceux qui se présentent ne gagnent pas. Je suis obligé de vous arrêter, parce qu'eux aussi devaient prendre part à cette campagne électorale, mais ils ont décidé de la boycotter. Les candidats Pascal Afin-Guessant du Front populaire ivoirien et Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, ont appelé leurs militants à ne pas prendre part à ce scrutin. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour leur permettre d'aller aux élections. Les précisions de Salif Yalekwe. Après l'appel au boycott du processus électoral par Afin-Guessant et Henri Konan Bédié, tous deux de l'opposition, l'heure est à la clarification. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Cette phase de la désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, empêcher l'affichage électoral, empêcher les meetings de campagne, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, manifester dans les formes et par tout moyen approprié l'opposition au coup d'État électoral en cours. Nous n'avons pas le droit de reculer. Ce serait trahir une cause historique, bâtir une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée et vraiment démocratique. Nous irons jusqu'au bout, parce que notre combat est juste.
Bien qu'ayant appelé au boycott du processus électoral, le plus important pour ses opposants, c'est la paix. Nous avons tous dans ce pays suffisamment souffert, collectivement, individuellement, pour connaître le prix de la guerre et la valeur de la paix. Pour savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Pascal Afine-Guessant, candidat retenu pour cette élection présidentielle, a réaffirmé la volonté des candidats de l'opposition à prendre part à cette élection présidentielle dans les conditions qu'ils jugent appropriées. La campagne présidentielle s'est quant à elle ouverte depuis ce 15 octobre. Pascal Afine-Guessant, Henri Konan-Bédier, c'est la suite logique de l'appel de la désobéissance civile, Aristide. J'avais déjà dit que cette opposition n'était pas unie. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que deux. Là où il y a Afine-Guessant, les gens des Gaules ne viennent pas. Non, ils ne sont pas plus que deux. Le lendemain de cette conférence de presse, ils sont retrouvés, me semble-t-il, aussi. Mais pour faire cette dernière déclaration, ils ne sont que deux. J'ai vu que les deux. Parce que c'est les deux candidats. Oui, mais, le problème... D'autres là aussi qui ont été rejetés. À la fin. Oui, mais moi, ils se présentent comme candidats. Je ne sais pas, ça donne droit à quoi. C'est jusqu'au 31. S'il y a un souci, effectivement, je ne sais pas de quelle nature, le fait que les deux soient candidats peut faire reporter l'élection. Le fait juridiquement, constitutionnellement, s'il y avait une indisponibilité ou il y avait quelque chose, ça peut faire reporter l'élection. Mais après le 31, leur statut de candidat n'est plus valable. Mais je ne sais pas pourquoi dans la lutte, la posture de candidat est utilisée pour passer des messages. Donc je m'interroge aussi là-dessus. Arthur ? Ok, bien. Je vais dire, on n'est pas surpris de cet appel au boycott. Aujourd'hui actif, parce que dans la désobéissance civile, je l'avais dit ici, c'était une première étape qui allait se préciser au fil du temps et qui va aujourd'hui dans le boycott. Pour répondre à la fin, aujourd'hui, se positionner en tant que candidat, c'est envoyer un message clair. De dire qu'on veut bien aller aux élections, donc on est candidat, mais on ne veut pas aller dans ces conditions. Le message qui martèle depuis. Voilà. Et donc pour assumer, ils ne vous diront jamais qu'on n'est pas candidat parce qu'ils acceptent d'être candidats, pour marquer la volonté, justement, de participer aux élections, mais préciser qu'on ne le fait pas dans ces conditions. Après, de façon générale, moi, je me pose quand même des questions sur la stratégie, notamment pour le PDC-RDA. Souvenons-nous, il y a 2 ans, il y avait les élections municipales, à cette même période, suivi du congrès du PDC-RDA, le jour même des élections municipales. Le PDC-RDA était revenu avec plus de 50 maires, avait gagné des communes significatives ici, avait même perdu dans un mouchoir de poche à Koumassi ou même à Bassam, par exemple. Voilà. Donc, c'est un PDCI révigoré qui, à mon avis, depuis cette étape-là, devait préparer la présidentielle de 2020. En, justement, depuis 2018, mettant clairement sur la table et clairement mettant pression clairement pour ces conditions-là. Voilà. La même chose pour Afine-Guessant. On a l'impression qu'ils n'ont pas donné tout ce qu'il fallait pour peser et qu'aujourd'hui, ils font une course contre la montre qui malheureusement paralyse tout le pays. Parce qu'on ne vit pas une vraie campagne, il faut le dire. On n'a pas les débats qu'on espérait, malheureusement. Et je vois très mal, dans ces conditions-là, comment on va obtenir un report. Parce que le président, on l'a dit ici, la communauté internationale ne peut que s'engager dans un cadre légal. Et il y a un président, il y a un cadre légal. Tant que ce cadre légal-là ne dit pas report, il n'y aura pas de report. Donc finalement, on est encore en train de manquer un rendez-vous. Chacun a sa responsabilité. Je pense qu'eux aussi, dans l'opposition, ont leur responsabilité parce qu'ils n'ont pas anticipé au maximum, ils n'ont pas sorti le maximum de pression. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cru en leur chance. Pourtant, ils ont aussi leur mot à dire. Êtes-vous en train de penser qu'ils auraient dû aller aux élections ? Ce n'est pas moi de juger, mais je pense qu'ils auraient dû faire beaucoup plus de pression, plus tôt, justement, pour obtenir plus tôt leurs revendications. Voilà. Discuter ce qui est discutable. Par exemple, sur la CEI, c'est clair que la candidature de Alassane Ouattara, pour moi, ça ne pouvait jamais se discuter ni s'accepter. Mais par exemple, si la CEI, ils auraient pu discuter, utiliser des moyens depuis longtemps, voilà, pour pouvoir nous faire voir une belle campagne, une belle élection, parce qu'on rate quelque chose encore. Sur la CEI, oui. Sur la CEI, moi, je ne sais pas pourquoi les observateurs n'ont pas beaucoup parlé de ça, mais je pense que depuis 2 ou 3 semaines, on avait une solution qui était en train de se dessiner, qui n'a pas été saisie. C'était quoi la solution ? C'est que, sur la base de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, l'opposition voulait proposer 4 membres.
Et le gouvernement estimait que non. Lui, il a suivi les recommandations. Et le débat était bloqué parce que le PIC ne voulait pas aller seul. Aujourd'hui, nous avons Afin N'Guessan qui, avec Bédié et le reste de l'opposition, son représentant est considéré comme étant du même bord désormais, ainsi que Yapi. Ils sont deux, plus le PDC ici, ça fait 3. Il resterait un seul, c'est-à-dire Henriette Lagou. Mais est-ce que l'opposition ou même le gouvernement n'aurait pas pu saisir cette opportunité-là pour faire le débat, pour dire, mais c'est résolu le problème. Vous avez dit, on avait nommé 3, ils étaient à notre solde. Parmi eux, il y a 2 qui ne sont pas à la solde du gouvernement. On a un début de solution, on fait comment? J'ai l'impression que personne n'a envie de résoudre ce problème alors qu'on n'est pas loin de la solution. Voilà. Docteur Prégnant, d'abord. D'accord. Ben, à ce niveau-là, moi, je pense que c'est une stratégie gagnante pour l'opposition, portée par Afin N'Guessan et Henri Konan Bédié. Tout qu'on fait, à mon avis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que c'est une opposition nouvelle, hein, parce qu'il faut bien qu'on soit clair. Hein, c'est une opposition nouvelle. Hein, rejoint l'ancienne. C'est une coalition nouvelle, vous voulez dire? Non, je vais dire c'est une nouvelle forme d'opposition. Parce que l'opposition classique, là, on la connaît. C'est le FPI d'Afin N'Guessan et les autres. Donc, M. Bédié, moi je l'appelle les dissidents du RHDP, qui arrivent et qui forment une nouvelle opposition avec l'opposition classique. Donc, dans de telles situations, le plus important, c'est de savoir comment cette opposition a préparé ces élections présidentielles. Parce que, à mon avis, c'est une opposition qui n'était pas structurée, qui n'était pas forcément unie. Aujourd'hui, cette opposition se met ensemble, elle cherche ses marques, c'est une réalité. C'est une opposition qui cherche ses marques. Et donc aujourd'hui, face à la machine qui est en face, c'est une option, c'est-à-dire aller dans le sens de la désobéissance civile est une option pour elle. Maintenant, la question de savoir, est-ce que c'est une option qui va payer? Est-ce que cette option est opportune? Est-ce que cette option va réussir à faire fléchir le gouvernement ou voilà, à faire entendre leur voix? Voici la véritable question. Mais aujourd'hui, le boycott actif rentre dans sa phase active, d'après le discours tenu par M. Afin N'Guessan. On observe déjà que dans certaines localités, il y a des violences politiques. Le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que la violence politique n'est pas forcément une solution. Parce que si on a décidé de l'institution du suffrage universel, c'est pour remplacer la violence politique. Le suffrage universel a été instauré pour faire place à la violence politique. C'est-à-dire que le citoyen, sa seule manière de se faire entendre, sa manière de pouvoir évaluer ou bien de pouvoir contester quelque chose, c'est sa voix. C'est sa voix. La question que les gens posent aujourd'hui, c'est pas de dire que c'est pas cette voix. La question qu'ils posent aujourd'hui, c'est de dire l'expression de cette voix n'est pas garantie. Donc l'expression de ce suffrage universel-là n'est pas garantie. Donc à partir de ce moment, l'arme qui va lui permettre de s'exprimer, il n'a plus confiance à cette arme. Ce que je dis, si vous avez bien compris, je n'ai pas dit que l'option de la désobéissance civile est une mauvaise option, mais je dis qu'il n'avait pas le choix. Mais en réalité, il y avait une autre alternative. Ce que je dis, celle justement de promouvoir le vote. C'est-à-dire que l'option de sensibiliser ou bien de participer aux élections. Mais aujourd'hui, face à la situation, ils ont opté pour la désobéissance civile qui n'est pas, moi, à mon avis, n'est pas une bonne chose nécessairement. Parce que la violence politique, personne ne peut accompagner, personne ne peut encourager la violence politique, même si elle reste une option pour l'opposition. C'est quoi qu'on dise, la finalité, voilà, c'est le décompte macabre. Docteur Sylvain N'Guessan, dans le discours de Pascal Afin N'Guessan, quand ces leaders de l'opposition demandent à leurs militants d'empêcher la distribution des cartes d'électeurs, quelle analyse faites-vous, notamment? D'empêcher tout le processus électoral? Bon. Comment vous l'entendez? Est-ce qu'ils y croient vraiment? Moi, je pense que c'était une manière peut-être de mettre pression sur le pouvoir, de sorte sur notamment les médiateurs, de sorte à obtenir un certain compromis politique.
Je pense qu'à partir du moment où le samedi 10 octobre, le président Bédi a saisi le secrétaire général des Nations Unies, j'ai cru lire qu'un des cadres du PDCIM s'est déplacé spécialement à Washington pour le rencontrer. Je pense que c'est une manière de mettre la pression sur la communauté internationale pour dire, écoutez, voilà ce qui pourrait arriver en Côte d'Ivoire, donc c'est le moment ou jamais d'intervenir parce que malheureusement, dans ce contexte-là, l'indicateur qui pèse le plus, c'est le nombre de morts. Tant que le cadre est légal, qu'il n'y a pas, malheureusement, tant qu'il n'y a pas assez de morts, 1, 2, on se dit, bon, c'est toujours contenu, c'est toujours maintenu, ça part. Donc je pense que c'était une manière de prendre la communauté internationale à témoin, en mettant la pression pour dire qu'il y aura de toute façon des violences dans 30-35 départements, donc il faut intervenir, sinon on pourrait basculer assez rapidement. Sinon, je ne pense pas que véritablement ils y croient, qu'ils aient donné les moyens. Maintenant, pour revenir sur la question fondamentale de la stratégie de l'opposition, encore une fois de plus, elle arrive en retard. Jusqu'en janvier 2020, aussi bien au PDCI qu'au FPI, on ne sentait pas qu'ils étaient à 10 mois d'une élection. Le FPI, peut-être qu'entendait pendant la réconciliation de l'unité des deux blocs, attendait toujours le mot peut-être d'instruction claire et nette du président Laurent Gbagbo qui ne sont pas venus, enfin à mon humble avis. Le PDCI qui tanguait, qui serait candidat, qui ne serait pas candidat. Il fallait laisser jusqu'au dernier moment pour que le président Bédié joue sa carte personnelle. Donc l'opposition arrive en retard. Nous sommes à une semaine des élections. C'est maintenant qu'elle essaie de peaufiner sa stratégie. Donc la meilleure option peut-être qui lui reste, c'est d'abord le taux de participation. Encore que là, il sera difficile d'évaluer véritablement le taux de participation. Et de deux, c'est que le président Ouattara soit mal élu, qu'il soit contesté à l'interne par l'opposition et une certaine marge, la société civile, etc., de sorte à entrer dans une zone de turbulence qui n'arrange véritablement personne. Ni l'économie, ni la sécurité, rien, aucun facteur. Donc la zone de turbulence pour espérer d'autres schémas. Le schéma malien, le schéma, etc. C'est dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. C'est malheureux. L'opposition aurait pu jouer un ticket commun, s'aligner derrière la candidature du président Bédi, par exemple, avec tous les postes que la Constitution offre, se partager les postes, et puis essayer de trouver un challenger véritable face au candidat Ouattara. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est toujours le même constat, l'impréparation. Et on se demande, quand on observe bien, depuis tous ces mois, on a l'impression que l'opposition, surtout le PDCI, comptait sur quelque chose qu'elle attendait venir. Et on ne sait pas quoi, peut-être un jour on saura. Et parce que quand vous voyez, par exemple, l'émissaire, le commissaire que le PDCI envoie, le Conseil constitutionnel organise une cour, prépare de l'accueillir pour qu'il vienne prêter serment et il ne va pas. Vous savez, dans un pays, dans une république, c'est parce que nous sommes en campagne électorale. Normalement, on doit l'arrêter. Hein. Parce que c'est une offense. C'est une offense à la Cour. Oui, ce sont les institutions, il faut respecter nos institutions. C'est parce qu'on ne respecte pas assez nos institutions qu'on peut laisser faire. Il y a la Cour, le Conseil constitutionnel, a installé la Cour, il devait venir prêter serment, il ne s'est pas excusé, il n'a pas... Pourtant, c'est lui-même qui a pris il a écrit, qu'on sait qu'il arrive, il ne s'est pas dit. Ensuite, quand on passe le temps à faire l'école missionnaire politique, c'est comme si vous allez à l'école et vous êtes devant votre cahier tous les jours, vous ne lisez pas, vous donnez l'impression aux parents que vous êtes en train de lire. Le jour des résultats, le jour de l'examen, vous n'allez pas avoir de bonnes notes et le jour des résultats, vous n'avez que vous là pour pleurer. À une semaine de l'élection, c'est pas là qu'on lance un mot d'ordre. Et quand on voit sur le terrain, les gens, c'est pas suivi. Et j'ai lu un article d'Info Plus qui faisait le compte rendu, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, après la déclaration d'Afinguessan et que sa maison a été incendiée. D'abord, ce n'est pas sa maison, c'est le préau. Ensuite... Mais c'est sa maison, comme ça, chez lui. Oui. Alors, on fera le débat tout à l'heure dans le dernier sujet. À la fin, Wakili. Donc, relativement à ce qu'il a dit docteur Arthur Manga tout à l'heure, vous voyez, en 2018, cette élection de 2018 était un test avant cette présidentielle-là, d'ailleurs. C'est pour ça, hein, ça a été fait, entre autres, au-delà des contraintes légales, c'était un test. Et le PCI, c'était à peu près le même débat. C'est, je crois, à 1 ou 2 semaines de l'élection, que malgré les tensions, le PCI a décidé d'y aller. Il y avait déjà une tentation de boycott des élections locales à l'époque. Et au résultat des courses, le PCI a dit l'avoir gagné. Était content, malgré plateau qu'ils ont eu après, malgré les tentatives à Port-Boué, malgré Bassam, malgré Bongouanou, dont ils avaient revendiqué la victoire, malgré Koumassi, le PDC a été satisfait des résultats. Ça veut dire que, et déjà, il contestait la CI. Ça veut dire que quand on est un parti comme le PDCI ou le FPI, quelles que soient les règles, quel que soit l'arbitre, quand
on a de bons joueurs. C'est le PDCI. Et puis c'est le FPI. Quand on a de bons joueurs, on a des communes, des mairies. On a la mairie de Port-Boué. On a la mairie de Cocody. On a la mairie du Plateau. On a des communes. On a des maires. Hein? On a Cocody. Il y a des tricheries qui ne sont pas possibles. Il y a ça aussi, il y a des tricheries qui ne sont pas possibles. Au-delà de la CI centrale, au-delà des commissions locales. Quand on a gouverné, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. Quand on a le maire de Cocody, le maire du Plateau, on sait comment on a gagné ces élections. On a le maire de Port-Boué. On a un certain nombre d'atouts. On a les régions, même la base du PDCI dans le pays profond. On a ces zones électorales. Bon, je ne sais pas. Vous trouvez que c'est un gâchis? Arthur Banga? Honnêtement, je pense qu'il y avait la place pour faire quelque chose. Ouais, il y avait la place pour faire quelque chose. Si l'idée de rendre transparente l'élection est noble, je la comprends. Voilà, faut se battre pour qu'elle soit noble. Je pense que les stratégies pour arriver à une CEI plus équitable n'ont pas été toujours bien épuisées. Et c'est basé sur la Cour africaine qui a sorti son arrêt très tard. Voilà. Et qui a refusé à l'époque les mesures conservatoires et provisoires. Et en ce moment-là, le dialogue n'a pas été fait parce que le TDR n'a pas été emmené, d'après le professeur Gikawa, alors qu'il attendait un TDR. Il y avait la différence entre l'opposition d'aujourd'hui et peut-être celle de 2010, qui est la première opposition qui est arrivée au pouvoir, c'est que l'opposition de 2010 se disait, il y a des élections, il faut que je fasse tout pour y participer, il faut que je fasse tout pour que les conditions des élections soient normales. Et elles n'ont pas attendu le dernier jour. On a eu des changements à la CEI, tout ça. L'élection de... Et moi, vraiment, par rapport, je l'ai dit, par rapport aux résultats des municipales d'octobre 2018, ce que le PDCI a fait, alors qu'ils étaient en pleine crise, alors que certains de leurs militants ne savaient même pas qui était RHDP, qui était PDCI, des gens qui étaient PDCI le matin sont retrouvés RHDP de l'après-midi. Malgré ça, 50 communes, alors qu'ils ne sont pas présentés dans toutes ces communes. Ils ont gagné même dans des communes dans le nord, même si après les maires ont changé. Ils ont gagné dans l'ouest, des communes comme Bangolo, comme Diokwe, même si dans certains cas, Guiglo, même si dans certains cas, au sud, à Boisseau. Mais on ne peut pas gagner tout ça et ne pas transformer, ou bien ne pas chercher les conditions pour transformer ça. Voilà. Que le FPI, parce que son candidat n'est pas là, ait cette attitude. Que les Prosoro, parce que les candidats son candidat n'est pas là, le FPI. Non, le FPI, tendance Laurent Gbagbo. D'accord. Que la tendance Guillaume Soro soit dans une position radicale, je l'entends, il ne participe pas. Voilà. Mais que le PDCI, qui avait cette chance de parler aux Ivoiriens, regardez en 2000, j'ai causé une fois avec quelqu'un du PDCI qui m'a dit, même en 2000, le PDCI a appelé à boycotter, mais le FPI a séduit l'électorat. Regardez les résultats. Le FPI en 2000 dans le Vieux-Baoulé. Mais il faut apprendre aussi à parler aux Ivoiriens sans forcément directement le système. Pour terminer dessus sur la question du PDCI, après, rien... Tout va se... faut préparer aujourd'hui, ils ont de la relève. Ils ont de jeunes maires, de jeunes députés. Faut peut-être repenser les choses après ça, un nouveau congrès, relancer. Il y a des gens qui ont un atavisme du PDCI, il y a des gens qui ont une affection du PDCI, il y a des gens qui ont l'ADN, comme ils le disent eux-mêmes, sur le PDCI. Il y a des jeunes qui tiennent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ce parti. Donc il y a de quoi à se projeter, mais je pense quand même que c'est une... La question, c'est aussi l'après 31 octobre. D'accord. Avant de passer aux événements de Bongouanou, docteur Prégnant, rapidement. C'est sur la question du PDCI, effectivement. Quand j'écoute Arthur et Alafé, on a l'impression que le PDCI pouvait effectivement aller à ces élections. Moi, mon avis, il est contraire. Pourquoi? Parce que le PDCI, jusqu'en 2015, n'a pas envisagé forcément aller à ces élections en dehors du cadre du RHDP. M. Bédier était directeur de campagne de M. Ouattara en 2010 au deuxième tour. En 2015, il était encore pratiquement le directeur de campagne de M. Ouattara. Donc, il partage le même résultat avec M. Ouattara et le RHDP. Donc, la question était de savoir quelle était la nouvelle offre politique du PDCI en 2020. Quoi qu'on dise, la campagne du RHDP actuelle avec M. Ouattara se fait sur la base des résultats. M. Ouattara attend des Ivoiriens un vote rétrospectif, c'est-à-dire un vote qui se base sur son travail qu'il a fait. Il dit qu'il a été le meilleur depuis 1993.
Donc, si effectivement c'est un travail qui a été positif, la question est de savoir qu'est-ce que le PDCI propose en dehors de lui-même son travail. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, j'ai dit jusqu'en 2015... 18 même. Voilà, jusqu'en 2018, on n'a pas entendu un PDCI contester le travail qui a été fait. Mieux, le président Bédié a été celui qui, à chaque fois, été celui qui a encensé le président Ouattara. Donc, lundi, vous dites aux militants que c'est bon, le mardi, vous leur dites que c'est pas bon. C'est un peu difficile que le PDCI puisse proposer une offre politique différente de son ancienne alliance politique. Très bien. C'est ce que je me dis. Alors, monsieur, rapidement, 30 secondes pour chacun. Docteur Sylvain Nguessan d'abord. Je pense que, malheureusement, le PDC a mal ficelé sa chose. Je pense intérieurement que le président Bédié attendait un alignement systématique de toute l'opposition derrière sa candidature. Au départ, Et ils ont essayé de séduire l'opposition dans ce sens. Soro Guillaume, Laurent Gbagbo, Afin Guessan. Ils ont essayé, puis au dernier moment, ils se rendent compte que les gens se radicalisent de plus en plus. L'opposition se radicalise en dehors du PDC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faudra-t-il abandonner l'opposition pour aller à la présidentielle contre Ouattara? Ou alors il faut jouer le jeu radical à l'interne, quitte au dernier moment à dire, bon, on choisit le ticket commun et puis on va contre Ouattara. Je pense qu'ils sont mélangés un peu pas dans cette stratégie qu'ils ont élaborée. D'accord. C'est une analyse que j'approuve aussi, mais je vais ramener deux choses. Un exemple. Rapidement. Sarkozy, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, a prêché la rupture. Et il a gagné sur la rupture. On peut être dans le même camp. Et on a eu 2 ans. Ce n'est pas un problème. On a d'abord une base, le PDC a d'abord une base électorale. Et c'est sur cette base électorale qui s'appuie. Et une élection, c'est le projet d'abord. Donc, ils vendent le projet. Ça, c'est 2 choses suffisantes de monter un projet différent avec une base électorale pour séduire. Et la stratégie, là, justement, allait permettre au PDC d'aller sur des questions comme l'état de droit, comme la gouvernance, qui pouvaient être... Le retour de Gbagbo, le retour de... Alors, monsieur... Il faut donc le dire. Ce que dit Dr. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non, tu le dis, mais ce que Dr. Préon dit, c'est que le PDC n'a pas pu le dire. Les élections locales même ont montré le contraire. Le PDC a perdu des... C'est ce que je dis. Il a perdu des bases. Au contraire, aux élections locales, moi je pense que ce que le PDC a fait dans les élections locales, dans le contexte de 2018, c'est extraordinaire. Merci Arthur Bangaz. Maintenant, on va parler, pour terminer, de la ville de Bongouanou, qui a été particulièrement chaude hier samedi. Érection de barrages, casse, agressions physiques et affrontements. Cela a-t-il un lien avec le mot d'ordre de boycott actif du processus électoral pour empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin? Vous nous donnerez votre avis. Ces affrontements ont fait, ce qui est sûr, de nombreux dégâts matériels, dont l'incendie du domicile de Pascal Afin Guessan et bien d'autres magasins et biens privés saccagés. Le récit de cette folle journée avec Pierre Dipomela. Bongouanou, ville située à l'est de la Côte d'Ivoire, théâtre de violences entre partisans de l'opposition et ceux du pouvoir dans le centre-ville. Plusieurs commerces appartenant à des présumés soutiens du pouvoir ont été saccagés, ainsi que le domicile de Pascal Afin Guessan, chef de file de l'opposition. Ces heurts interviennent dans un contexte électoral tendu où l'opposition a appelé ses militants à une désobéissance civile, mais aussi à un boycott actif. Les contours de ce boycott actif défini par Bédié Afin Guessan samedi 17 octobre, quelques heures avant les violences. Il s'agit pour eux d'empêcher par tous les moyens la poursuite du processus électoral. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tenté un dialogue avec l'opposition ce même samedi. Les meneurs de la désobéissance civile et du boycott actif ont boudé la rencontre. Ce dimanche, une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est à Abidjan. Cette haute présence des émissaires de la CEDEAO vise à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle dans une atmosphère apaisée. Dans son agenda, une rencontre avec toutes les parties prenantes de la vie politique ivoirienne. Monsieur, selon vous, qu'est-ce qui explique ces violences survenues hier à Bongouanou? Docteur Sylvain Nguessan. Bongouanou, comme diverses localités de la Côte d'Ivoire, aussi a ses antécédents liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Bongouanou, Ara, diverses localités de la région du Moronou avaient eu, par exemple, la résidence du roi d'Ara qui avait été incendiée à l'époque. Des cadres avaient été accusés d'avoir fait incendier des résidences en Guessankro, Asia Koumassi, Andé, Bongouanou, Ville-même, etc., etc. Donc je pense qu'en toile de fond, ce n'est pas nouveau. Ce sont des vieux conflits qui, malheureusement, peut-être n'ont pas pu être réglés à temps opportun. Les vieilles rancunes demeurent, etc., etc. Puis M. Pascal Afin Guessan, en tant que, je crois, porte-parole de cette nouvelle opposition, cette coalition,
qui a lancé le mot d'ordre de boycott actif. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à Bongouanou jeudi et vendredi, mais bon, on a cru lire par-ci, par-là qu'il y a eu des voitures qui auraient été brûlées, qui auraient eu des fuites, saccages, etc., etc. Donc peut-être, en attendant vraiment d'être situé dessus, ce sont d'autres militants qui font monter le mercure, donc qui attaquent sa résidence qui est dans un quartier un peu pas trop habité. Je connais bien Bongouanou. Quand vous rentrez à la ville, c'est le côté gauche, un quartier qui n'est pas très bien habité, qui a subi des violences, qui a été incendié. Maintenant, la question que je me pose au-delà de ce récit, c'est comment vont réagir les populations environnantes de Bongouanou. Je vais parler des sous-préfectures de Nguessanko, de Asia-Koumassi, Dandé, Kotobi, Krégbé, etc., etc. Est-ce qu'il y aura un renfort dans la ville de Bongouanou de déjà 62 000 habitants, de sorte à venger Pascal Affi-N'Guessan, le fils, un des cadres de la région, ou est-ce que la réalité de la chefferie traditionnelle va réussir à apaiser les cœurs? En tout cas, le commandant supérieur de la gendarmerie a effectué une mission ce jour, histoire d'apaiser un peu les cœurs. Voilà. Déjà que la jeunesse de cette localité accusait la police et la gendarmerie, donc les forces de sécurité, d'avoir pris position pour les manifestants qui ont pillé la résidence du Premier ministre Affi-N'Guessan. Donc on espère que la médiation de la chefferie, du commandement supérieur de la gendarmerie, va arriver à apaiser les uns et les autres. À la fin ? Oui, ça a un lien avec les appels. Et moi, on l'a dit ici il y a quelques semaines, la désobéissance civile, si ça continuait, allait finalement aboutir au boycott de l'élection. Donc, ça a été lancé. L'objectif est clair. Empêcher l'élection par les moyens légaux. Il n'y a plus de moyens légaux. Et ce n'est pas un tribunal qui va ordonner d'arrêter l'élection. C'est-à-dire, on déplorait la violence politique. C'est-à-dire, ton voisin veut aller voter. Toi, tu ne veux pas voter. Il faut empêcher. Tu le bloques. On entre dans la violence. C'est ça le boycott actif. Actif. En 1995, ça a donné des violences. Le président Bédié était candidat avec le professeur Vaudier, et le président Ouattara n'a pas pu être candidat, et le président Gbagbo avait refusé d'être candidat. Il y a eu une vingtaine de morts. Ils n'ont même pas déposé leur candidature. Ils n'ont pas déposé leur candidature. Il y a eu des morts à l'époque, en 1995. C'est là qu'on a entendu parler du boycott actif. Je pense, à travers le Front républicain notamment. À l'époque, en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Donc, un boycott actif veut dire empêcher. Lui, il veut voter. Toi, tu ne veux pas voter. Donc, le boycott actif, il doit être actif. Il faut empêcher l'élection de se tenir. Bon, lui, il dit que c'est un moyen de faire pression et qu'ils n'ont pas les moyens. Tel n'est pas l'objectif. J'espère que ce serait une occasion aussi pour éviter qu'il y ait davantage d'affrontements et de tensions pour qu'on puisse trouver une solution. Mais il ne faut pas être... moi, je pense qu'il n'y a pas grand espoir à avoir, parce qu'on a aussi peut-être l'impression que, peut-être craignant, le candidat Ouattara l'a dit il y a 2 semaines quelque part en plaisantant, ils disent qu'ils vont nous faciliter la tâche du un coup KO. Ils ont peur, ils ne veulent pas venir. Ils vont leur faciliter la tâche. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui même, pour éviter d'avoir à gérer une crise de l'élection, c'est-à-dire si au dernier moment, Affi-N'Guessan et le PICI viennent, ils vont prétendre avoir gagné l'élection, qui n'ont pas bien préparé. Ils peuvent contester les résultats en disant non, le RHDP a triché, ils ont gagné. J'ai l'impression que personne même n'a envie de cela, que rien ne sera fait pour faciliter leur participation à l'élection et que donc le conflit qui est ouvert va se poursuivre. Je ne sais pas jusqu'à quand et qui va le gagner, on observe. Voilà. Oui, je voulais simplement dire que dans un état de droit, si vous ne voulez pas aller voter, vous ne devez pas empêcher aux autres d'aller voter. Et la vie est un écho. Tout ce que vous envoyez vous revient. C'est pour ça que les gens sont souvent surpris qu'ils aient une singulière mésaventure. Parce que quand vous appelez au boycott actif et que c'est chez vous qu'il y a les premiers incendies, c'est que la nature elle fonctionne par autorégulation. C'est que la nature ne sait pas ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. La nature réagit à vos pensées. Si vous avez des pensées qui sont négatives, vous serez toujours dans le tourment. Si vous allez à une élection, à une compétition, et que vous vous préparez, et que vous avez l'ambition d'aller gagner, moi je ne vois pas comment est-ce que vous ne gagnerez pas. Donc si vous ne votez pas, n'empêchez pas aux autres de voter. Très bien. Oui, Arthur Banga. On fait un focus sur Bongouanou, mais c'est mal analyser la situation. Ouais. C'est depuis combien d'années on a vu Beoumi, on a vu Daoukro, Non, Bongouanou, c'est l'actualité, c'est oui, pour ça qu'on en parle. Oui, c'est l'actualité, mais l'analyse, elle est plus profonde. Allons-y. Le boycott actif peut être, l'appel au boycott actif peut être... un prétexte. Voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais le vase, il est plein depuis.
on est en train de jouer avec le feu. On joue avec le feu depuis des années. Et on joue avec le feu encore plus maintenant, il faut le dire. Donc, pour moi, tout ça, c'est fini. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire le 1er novembre? Qu'est-ce que le président Ouattara va prendre comme décision le 1er novembre pour essayer d'apaiser? Peut-être, je vais justement dire, aujourd'hui, on est le 18 octobre, date anniversaire de Houphouët-Boigny, on devait y penser. D'ailleurs, pour parler de paix, je vais vous conseiller l'ouvrage qui a été dédicacé cet après-midi par le professeur Jean-Noël Loukou, l'œuvre de paix d'Houphouët-Boigny. Il faut peut-être qu'on retourne dans le vrai Houphouët-Boigny, dans cet ouvrage-là, pour trouver les éléments de notre cohésion sociale. Dites-nous votre analyse sur Bongouanou. Sur Bongouanou, pour moi, comme je l'ai dit, c'est symptomatique de tout ce qui se passe depuis quelques années. On joue avec le feu, on ignore certaines choses, on prend des risques importants pour notre pays. Il faut au bout d'un moment que les hommes politiques, que la population se lève. Quand vous dites on, c'est quoi? C'est la classe politique? C'est nous tous. Ça ramène toutes les notions évoquées au cours de cette émission, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, la réconciliation. Clairement. C'est nous tous. Je veux dire tous les Ivoiriens. Il faut arrêter de limiter qu'aux hommes politiques. Il y a les hommes politiques, il y a la population, il y a les intellectuels, il y a les journalistes. On doit tous contribuer à la nation. Et j'aime bien l'expression de Aristide, former les masses. C'est une responsabilité de tous. C'est pour ça que tous nous devons comprendre ce qui se passe. Tous nous devons comprendre que si nous ne faisons pas attention, nous allons encore compter des morts. Je suis sûr qu'on ne reviendra pas à la situation de 2011, mais on va encore compter des morts. Et un mort, c'est toujours quelque chose de... Sauf que, docteur, tu me permets, sauf que dans ce contexte, le président l'a dit à Boisflé, il l'a encore dit récemment, d'ailleurs dans son projet, la première notion, c'est la paix, la sécurité. Donc, quand tu sais gérer, quand tu as ton pouvoir et que tu sais gérer, et tu mets les balises pour qu'il y ait une grande sécurité, pour que ce qui s'est passé hier ne se passe pas aujourd'hui. Très bien. Vous pensez que on peut empêcher... On peut pas empêcher la violence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui distribue la parole. Docteur Prégnon. D'accord. Moi, je pense que les événements de Bongouanou sont regrettables. Mais je rejoins Arthur quand il dit que les conflits communautaires ne sont pas nouveaux. C'est vrai que les élections, l'atmosphère des élections est un alibi, mais on a eu de nombreux conflits communautaires. Et ce qui est déplorable, c'est le fait que chaque fois qu'il y a ces situations s'enflamment. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit, ça pose le problème du lien social. La cohésion sociale, il faut renforcer la cohésion sociale. Aujourd'hui, il y a une intolérance entre les Ivoiriens. Moi, j'ai fait une mission de médiation dans ma région où, effectivement, à la suite de ces mots d'ordre, il y a eu des affrontements entre les communautés. Mais quand on a écouté les communautés, le problème, il y a une rationalité économique. Voilà, les gens disent que, bon, voilà, ils nous empêchent de travailler parce que nous, on a nos véhicules, on ne peut pas sortir, les routes sont bloquées. C'est la même chose à Bongouanou. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas aller parce qu'ils ont des véhicules, ils doivent sortir pour aller chercher la pitance quotidienne et tout ça. Et le boycott actif, effectivement, c'est un droit, mais les communautés ne se tolèrent plus. Ça veut dire quoi? Une communauté pourrait accepter que quelqu'un exprime sa liberté, mais aujourd'hui, quand une communauté le fait, c'est comme si c'était une action qui était dirigée contre une autre communauté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un véritable problème. C'est vrai que les conditions des élections aujourd'hui enflamment la situation, mais comme le dit Arthur, il faut effectivement penser justement à consolider ce lien social qui va éviter que chaque fois qu'il y a un problème, les communautés s'affrontent et il y a des morts. Très bien, il ne reste plus que 58 secondes pour terminer cette émission. Je vous en consacre 30. Je crains qu'après Bongouanou, ça se répète aussi dans d'autres localités, je crains. Que d'ici le 31, après Bongouanou, il y a encore 10, 15... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se reproduise? Bon, quoi qu'il en soit, le président de la République est le premier citoyen de la Côte d'Ivoire, quoi qu'il en soit. Donc c'est à lui qui revient toujours de se mettre au-dessus du lot. Voici pourquoi on le dira. Il faut que le président se mette au-dessus du lot pour pouvoir appeler les autres citoyens. Il est le premier des citoyens ivoiriens. Très bien. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Docteur Sylvain Guessin, Aristide Nkenda, Alafé Wakili, Docteur Prégnon, Docteur Arthur Banga. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.